Quand on lui propose un rôle qu'il n'a pas envie de faire, il dit « mais Eddie Mitchell est libre ». Bon. Et moi, pareil. Non, moi, j'ai pas... Personne ne s'y attendait. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans le ciel tranquille du showbiz français. Marilyn, la fille d'Eddie Mitchell, la voix tremblante et les yeux noyés de larmes, a confirmé ce que tout le monde redoutait. Son père, la légende du rock français, s'est éteint. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont remplis d'hommages bouleversants. De Paris à Saint-Tropez, un silence lourd a remplacé les accords de guitare qui avaient fait vibrer plusieurs générations. La France pleure un monument, un ami, un frère d'âme de Johnny Hallyday, un homme dont chaque chanson portait la trace d'une époque et la mélancolie d'un cœur fatigué. Dans la villa ensoleillée où il aimait composer, les rideaux sont tirés. Marilyn y a passé les dernières heures auprès de lui, serrant sa main jusqu'au dernier souffle. Il s'est battu jusqu'au bout, a-t-elle murmuré, la voix brisée en sortant à la rencontre des journalistes. Les mots se sont répandus comme une onde de choc. Eddie Mitchell, celui qu'on appelait le dernier crooner du rock, n'est plus. Derrière les flashs des caméras, ses proches se souviennent d'un homme discret, fier, pudique, qui n'a jamais supporté qu'on le voie faible. Même malade, il continuait d'écrire, de chanter, de rêver. Son départ marque plus qu'une disparition. C'est la fin d'un chapitre de l'histoire musicale française. Les fans parlent d'un vide immense, les médias d'une page qui se tourne. Mais pour ceux qui ont connu Eddie, ce n'est pas seulement la perte d'une voix, c'est celle d'un cœur. Car derrière les lunettes fumées et le ton rauque, il y avait un homme de fidélité et de douleur, hanté par l'absence de Johnny Hallyday, apaisé seulement par l'amour silencieux de Muriel, sa femme depuis 45 ans. Ainsi commence l'épilogue d'une vie vécue à 100 à l'heure, entre gloire, larmes et solitude. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, la France entière a semblé retenir son souffle. Les chaînes d'information interrompaient dans leur programme, les radios diffusaient « Sur la route de Memphis » et devant la maison de Saint-Tropez, des fans déposaient à Dieu des fleurs, des disques, des lettres trempées de larmes. Tout semblait irréel. On avait beau le savoir affaibli depuis plusieurs mois, personne n'imaginait qu'Eddie Mitchell, ce rock du rock français, partirait sans un dernier adieu sur scène. Marilyn, bouleversée, n'a pu retenir ses sanglots. Il voulait qu'on se souvienne de lui en musique, pas en silence, a-t-elle confié. Jusqu'à la fin, il avait gardé cette pudeur farouche. Ni plainte, ni confession publique. Même ses amis les plus proches ignoraient l'étendue de sa fatigue. Il nous disait juste qu'il était un peu fatigué, raconte un technicien de studio. En réalité, depuis des mois, son corps luttait contre un mal silencieux. Pourtant, il continuait à travailler à son dernier album et à corriger les épreuves de son autobiographie. Dans le salon baigné de lumière où il avait enregistré ses maquettes, on retrouve encore son carnet noir, ouvert à la dernière page. La musique, c'est ma respiration. Une phrase simple, mais qui résume une vie entière. Quelques semaines avant sa disparition, il avait donné une dernière interview à France Inter. D'une voix lente, un peu rauque, il avait parlé de l'amitié, de la mort de Johnny Hallyday. « Il me manque chaque jour. Quand je monte sur scène, j'ai l'impression qu'il est encore là, derrière le rideau. » Cette phrase résonne aujourd'hui comme un pressentiment. Entre lui et Johnny, il n'y avait ni compétition ni jalousie. Seulement une fraternité indestructible née dans la fureur du rock. Les deux avaient ainsi commencé ensemble, gamins au golf droit, partageant les mêmes rêves d'Amérique et de liberté. Quand Johnny est parti en 2017, Eddie s'est effondré. À la cérémonie de la Madeleine, il était resté debout, immobile, les poings serrés, incapable de prononcer un mot. « Une partie de moi est partie avec lui », avait-il soufflé plus tard. Depuis, son regard n'a plus jamais brillé de la même manière. La scène qui avait été sa maison pendant plus de 60 ans était devenue un lieu de souvenirs douloureux. Pourtant, il n'a jamais cessé de chanter. Chaque tournée devenait un adieu déguisé. Durant la dernière, Requiem pour un fou, il interprétait « Ma dernière lettre », avec des larmes dans la voix. Le public sentait qu'il chantait pour Johnny, mais aussi un peu pour lui-même. Et puis, il y avait Muriel, sa femme, son ancre.
45 ans d'un amour fait de tempêtes et de silence. Elle avait été témoin de tout. Des triomphes, des nuits blanches, des doutes. Dans les dernières semaines, elle restait près de lui, lui tenant la main pendant qu'il révisait ses textes. Les proches racontent qu'un soir, après un long moment de silence, il lui aurait murmuré « Je ne veux pas que tu sois seul quand je partirai ». Muriel n'a rien répondu, mais ses yeux disaient tout. C'est elle qui, ce matin-là, a appelé Marilyn. C'est elle aussi qui, quelques heures plus tard, a fermé les volets, comme on tire le rideau après la dernière scène. La nouvelle a provoqué une onde de choc jusque dans le monde politique. Le président de la République a salué un homme qui incarnait l'élégance et la liberté à la française. Les artistes, de Jacques Dutronc à Florent Pagny, ont exprimé leur chagrin. Il n'était pas seulement une voix, c'était une époque, a tweeté un ancien producteur. Mais derrière l'image publique, ceux qui l'ont connu se souviennent d'un homme fragile, parfois hanté par ses erreurs. Il regrettait de n'avoir pas vu grandir ses enfants, de s'être trop laissé absorber par la gloire. Les dernières années, il les avait vécues plus lentement, presque en retrait. Saint-Tropez, autrefois théâtre de fêtes légendaires, était devenu un refuge silencieux. Là-bas, entre les murs couverts de disques d'or, il écrivait encore, souvent seul, le soir. Son entourage raconte qu'il écoutait les vieux vinyles de Chuck Berry, le regard perdu dans le vide. « Je me prépare à la dernière séance », disait-il avec un demi-sourire, référence à sa célèbre émission télévisée. Et puis, tout s'est arrêté. Un matin de printemps, son cœur fatigué a dit « non ». Pas de drame, pas de cri. Une fin douce, presque cinématographique, comme s'il avait choisi de partir sur un fondu au noir. Aujourd'hui, la France se souvient d'un artiste total, chanteur, acteur, conteur, figure d'une génération. Mais au-delà de la légende reste l'homme, celui qui riait fort, doutait en silence et pleurait souvent derrière ses lunettes teintées. Eddie Mitchell n'a pas seulement marqué la musique, il a laissé une empreinte sur la mémoire collective. Et dans le murmure de sa fille, ce jour-là, c'est toute la France qui a compris qu'un chapitre venait de se refermer. Dans les jours qui ont suivi, un silence pesant a envahi la maison. Puis, pour la première fois depuis la disparition d'Eddie, Marilyn a pris la parole. Devant les caméras alignées dans l'allée bordée de pins, la jeune femme a respiré profondément avant de parler. Sa voix tremblait, mais chaque mot frappait comme une vérité longtemps retenue. « Mon père ne voulait pas qu'on pleure sur lui », a-t-elle commencé. Mais il voulait qu'on sache qu'il a tout donné. Jusqu'à la fin, il se battait, non pas contre la mort, mais contre l'oubli. Elle s'est interrompue, le regard perdu vers la mer. Il avait peur que le public l'oublie, que tout ce qu'il a construit disparaisse avec lui. Il ne le disait jamais, mais je voyais cette angoisse dans ses yeux. Les journalistes retenaient leur souffle. Autour d'elle, les proches hochèrent la tête. Ce que Marilyn évoquait, c'était le poids immense d'une légende qui refuse de vieillir, la culpabilité d'un homme qui a trop donné à son art et pas assez à ceux qui l'aimaient. Muriel, restée dans l'ombre, a ajouté quelques mots, la voix basse. Eddie avait cette fierté. Il préférait souffrir seul plutôt que de montrer une faiblesse. Elle a esquissé un sourire triste. Mais la vérité, c'est qu'il avait peur. Peur de ne plus être utile. Peur de devenir une icône figée, un souvenir. Ses doigts tremblaient en tenant la photo de leur mariage. Il me disait souvent, « Muriel, je n'ai jamais su être un mari comme il faut. J'étais marié à la musique, pas à la vie. » Puis Marilyn a repris, le ton plus ferme, presque révolté. On l'a trop souvent présenté comme un monument froid, un vieux rocker désabusé. Mais il était vivant, brûlant, inquiet. Il riait fort, il criait parfois, il doutait toujours. Il avait cette colère intérieure contre le monde, contre le temps qui passe. Elle a marqué une pause, le visage tendu. Et si aujourd'hui je parle, c'est pour lui rendre ce qu'il a toujours caché. Sa vulnérabilité. Un moment de silence a suivi. Le vent faisait claquer les drapeaux. Les appareils photo cliquetaient à peine. Puis elle a ajouté d'une voix plus douce
Papa ne voulait pas d'éloges. Il disait que les mots sont inutiles quand la musique a déjà tout dit. Mais moi, je veux qu'on sache qu'il n'était pas qu'un chanteur. Il était un père blessé, un ami fidèle, un homme qui se battait contre ses propres fantômes. Ses yeux se sont embués. Il regrettait souvent de ne pas avoir été là pour nous. Un soir, il m'a dit « J'ai passé ma vie à chanter l'amour, mais je n'ai jamais su le vivre. » Ces mots, je ne les oublierai jamais. Muriel, à ses côtés, a hoché la tête. Il s'en voulait d'avoir perdu du temps, mais il est parti apaisé. Il m'a dit avant de fermer les yeux « Dis-leur que j'ai aimé. Dis-leur que j'ai eu peur, mais que j'ai aimé jusqu'au bout. » Ces paroles, depuis, résonnent dans toute la France. Ce n'était plus seulement la mort d'une légende, mais la confession posthume d'un homme qui n'a jamais cessé de lutter contre lui-même. Et dans cette lutte, peut-être résidait tout le génie d'Eddie Mitchell, un artiste qui, même au bord du silence, continuait à parler au cœur des autres. Mais derrière les mots sobres de Marilyn, une autre histoire circulait déjà. Une version plus secrète, chuchotée par ceux qui avaient approché Eddie dans ces derniers mois, loin des caméras et des projecteurs. Car tout ne s'est pas passé comme on le croit. Et certains détails, soigneusement tus par la famille, commencent aujourd'hui à refaire surface. Selon une source proche du studio de Boulogne-Billancourt, où il enregistrait encore quelques maquettes à la fin de l'année précédente, Eddie Mitchell aurait laissé un enregistrement inédit, un titre jamais publié. Sur la bande, on l'entend parler à voix basse, entre deux respirations courtes. « Si un jour je ne peux plus chanter, ne me pleurez pas. Laissez la chanson faire le reste. » Un message bouleversant, presque prophétique. La bande, surnommée « Dernier souffle », aurait été retrouvée dans un coffre, confiée à un ami de longue date pour ne pas tomber entre les mains des médias. Mais ce n'est pas tout. D'après un technicien du son, Eddie savait depuis plus d'1 an que sa santé se dégradait. Il aurait reçu un diagnostic alarmant qu'il avait choisi de taire à tout le monde, même à Muriel. Il voulait mourir debout, affirme cette source. Il disait « Je ne veux pas que ma mort devienne un feuilleton ». Ce secret, gardé jusqu'au bout, expliquerait pourquoi il refusait toute hospitalisation prolongée et pourquoi il continuait obstinément à venir au studio, même épuisé. Un autre détail intrigue, quelques semaines avant sa disparition, il aurait demandé à son notaire de modifier une partie de son testament. Pas pour l'argent, mais pour mettre les choses en ordre. Certains évoquent une lettre adressée à ses enfants, où il confie enfin les regrets qu'il n'a jamais osé dire de son vivant. Une lettre que Marilyn aurait reçue mais jamais rendue publique. Un proche de la famille parle d'un texte d'une sincérité déchirante où il écrit « Je vous ai aimé à ma manière, maladroitement, mais chaque note que j'ai chantée, c'était aussi pour vous. » Ce document, selon nos informations, serait conservé dans un tiroir du bureau qu'il appelait son refuge. Une pièce fermée depuis le jour de sa mort, où personne n'a encore osé entrer. Et puis, il y a ces rumeurs autour de sa dernière nuit. Un membre du personnel médical, resté anonyme, affirme qu'Eddie aurait demandé à écouter Daniela, son premier grand succès, quelques minutes avant de s'éteindre. Quand la chanson s'est terminée, il a fermé les yeux, comme s'il avait refermé la boucle. Ce témoignage, ni confirmé ni démenti, circule depuis parmi ses fans comme une légende poignante. Ces fragments, ces confidences volées, dessinent un autre portrait. Celui d'un homme lucide, conscient de sa fin, mais décidé à garder le contrôle jusqu'à la dernière note. Loin des projecteurs, Eddie Mitchell avait orchestré son propre départ comme une dernière mise en scène, sobre, digne et chargée de symboles. Et peut-être que, dans ce silence final, se cache la plus grande vérité sur lui. Eddie n'a jamais voulu qu'on l'associe à la mort. Il voulait qu'on se souvienne du bruit de sa vie. Et puis, un jour, tout a éclaté. Ce qu'on murmurait depuis des semaines, ce que la famille tentait de contenir derrière les portes closes de Saint-Tropez, a fini par jaillir comme une déflagration. Le document secret, la lettre qu'Eddie avait écrite de sa main tremblante, a été retrouvé. Pas dans un coffre ni dans un tiroir verrouillé, mais glissé dans la pochette d'un vieux vinyle de Johnny Hallyday, soigneusement rangé dans sa collection personnelle. C'est Marilyn qui l'a découverte, un matin,
alors qu'elle cherchait un disque à faire tourner pour briser le silence. Le papier, jauni, froissé, portait encore une trace d'encre bavée. Peut-être une larme. Les mots, eux, coupaient comme des éclats de verre. Je n'ai jamais su dire les choses. Alors je les chante. Si tu lis ces lignes, c'est que je suis parti. Ne m'en veux pas d'avoir vécu pour la musique, elle m'a sauvé autant qu'elle m'a détruit. Je vous ai tous aimés, mais pas comme il fallait. Pardonne-moi. Marilyn est restée pétrifiée, incapable de parler. Muriel, en entendant sa fille sangloter dans le couloir, a accouru. Quand elle a vu la lettre, elle a simplement posé la main sur le papier, comme si elle voulait retenir le passé. Et puis, elle a murmuré « Il a enfin parlé, mais trop tard. » Les deux femmes ont pleuré longtemps, sans un mot. Les murs de la maison, tapissés de photos, semblaient écouter leur douleur. Ce fut à ce moment-là que tout s'est renversé. Le deuil, jusqu'alors contenu, a explosé. La presse, flairant la vérité, s'est précipitée. Des micros, des caméras, des drones. Les portails fermés n'y ont rien changé. Le mythe venait de s'effondrer pour laisser place à l'homme. Les titres des journaux du lendemain vibrèrent d'émotion. La confession posthume d'Eddie Mitchell. Il demande pardon à ceux qu'il a aimés. La France, déjà bouleversée par sa mort, a été saisie par cette révélation. Ce n'était plus seulement la perte d'un chanteur, mais la mise à nu d'une âme. Dans les jours qui ont suivi, Muriel a pris une décision radicale. Rendre publique la lettre intégralement. Il aurait voulu que ces mots vivent, a-t-elle déclaré d'une voix cassée lors d'un point de presse improvisé. Elle tenait le feuillet dans ses mains, les yeux rougis, le visage digne. Autour d'elle, le silence était total. Seuls les cliquetis des appareils photo accompagnèrent ses paroles. Et quand elle a lu à haute voix le dernier passage, celui qu'Eddie avait souligné d'un trait tremblant, le moment a figé le temps. Je pars sans peur. J'ai eu la chance d'aimer, d'être aimé et de chanter. C'est tout ce qu'un homme peut demander à la vie. Une émotion brute a traversé la salle. Des journalistes se sont levés, certains pleuraient. Le visage de Muriel s'est effondré dans ses mains. Derrière elle, Marilyn s'est approchée, l'a prise dans ses bras et a murmuré « Il n'est plus là, mais il nous a enfin dit la vérité. » À cet instant, la légende et l'homme ne faisaient plus qu'un. Les masques étaient tombés. Ce n'était plus Eddie Mitchell, l'icône du rock, ni l'acteur charismatique de « Coup de torchon ». C'était Claude Moine, l'homme derrière les chansons, le cœur nu derrière la voix. Et dans ce moment suspendu, la France entière a semblé comprendre. La gloire s'efface, mais la vérité, elle, ne meurt jamais. Depuis cette journée où la lettre d'Eddie a bouleversé la France entière, le temps semble s'être ralenti. Saint-Tropez n'a plus la même lumière. La villa, autrefois animée par les éclats de rire, les répétitions improvisées et le va-et-vient des amis musiciens, repose désormais dans un silence feutré. Muriel y vit toujours, discrète, presque effacée. Chaque matin, elle ouvre les volets donnant sur la mer, pose un vieux disque de vinyle sur le tourne-disque et laisse tourner doucement. La dernière séance. Elle ne pleure plus vraiment, mais son regard se voile quand la voix grave d'Eddie résonne à nouveau entre les murs. « Il est encore là, quelque part », confie-t-elle à un voisin. Il n'a jamais quitté cette maison. Marilyn, elle, a choisi une autre voie. Après la médiatisation de la lettre, elle s'est éloignée de Paris, refusant les interviews et les plateaux télé. « J'ai dit ce que j'avais à dire », a-t-elle simplement expliqué. On la voit parfois à Saint-Germain, un carnet à la main, écrivant des phrases courtes, presque des poèmes. Elle prépare un livre, dit-on, sur le vrai Eddie. Ni idole, ni mythe, juste un père qu'elle a appris à comprendre trop tard. « J'ai découvert un homme derrière le chanteur », confia-t-elle récemment. « Et cet homme, je l'aime plus encore, malgré ses absences. » Les fans, eux, continuent de venir déposer des roses rouges devant la grille. Chaque 3 juillet, jour de sa naissance, la petite ruelle se couvre de bougies. Certains viennent de loin, d'autres ne l'ont jamais connu, mais tous parlent de lui comme d'un frère, d'un compagnon de route.
Les radios repassent sur la route de Memphis. Et dans les cafés, les conversations glisseront toujours, un moment ou un autre, vers le dernier des vrais. Muriel a fait un choix émouvant. Elle a transformé le bureau d'Eddie en une pièce de mémoire. Rien n'a bougé, ni la machine à écrire, ni les partitions annotées à la main. Sur le bureau, la lettre originale, encadrée, repose sous une vitre. « Ce n'est pas une relique, » dit-elle doucement. « C'est un rappel. Le rappel que même les plus grands finissent par chercher le pardon. Aujourd'hui, la maison respire un calme mélancolique, celui des fins honnêtes. Le nom d'Eddie Mitchell n'est plus crié dans les stades, mais chuchoté avec respect, presque tendresse. La légende s'est apaisée, le bruit s'est éteint, et dans le silence, il reste une présence. Celle d'un homme qui a aimé à sa manière, qui a douté, souffert, et laissé derrière lui non seulement des chansons, mais une leçon. Car en fin de compte, ce que son départ a révélé, c'est peut-être la vérité la plus simple et la plus humaine. Qu'un cœur, même brisé, peut encore résonner longtemps après le silence. Le temps, inexorable, a refermé peu à peu le rideau sur cette histoire. Mais il reste dans chaque mot qu'il a écrit, dans chaque mélodie qu'il a laissée, une trace brûlante de vérité. Celle d'un homme qui a tout connu, la gloire, l'amour, la solitude, et qui, au bout du compte, n'a cherché qu'une chose simple, être compris. La vie d'Eddie Mitchell nous rappelle que les projecteurs s'éteignent, que les applaudissements meurent, mais que ce qui demeure, c'est la sincérité des émotions partagées. Derrière chaque chanson célèbre, il y avait un cœur fatigué qui battait pour les autres. Et si aujourd'hui nous parlons encore de lui, c'est parce que son histoire nous appartient un peu. Celle d'un homme, d'un père, d'un ami qui a vécu intensément, parfois maladroitement, mais toujours avec passion. Que son parcours nous inspire à aimer plus fort, à dire les mots avant qu'il ne soit trop tard. Si vous aussi avez été touché par cette histoire, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour continuer à faire vivre la mémoire de ceux qui ont fait vibrer nos cœurs.